Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Hamza Nouri, je suis maître de conférence à l'INSA de France et je suis chercheur au LAMI. J'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui, mais bon, dommage, avec les grèves, je n'ai pas pu me déplacer. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous faire un peu un tour d'horizon sur quelques travaux qu'on fait au sein de notre équipe sur tout ce qui est optimisation du deep learning pour les edge devices. Alors, avant tout, je vais juste présenter un peu l'université et le labo. Donc, comme la région de France, de manière générale, et l'université sont plutôt spécialisées dans tout ce qui est automobile et mobilité. Donc, l'équipe aussi travaille sur ces thématiques-là. On a pas mal de partenaires, l'IRT, Railium, Transalé. Donc, on a aussi une piste pour faire des tests sur pas mal de choses sur la voiture autonome et sur la vision d'une manière générale. Je présente rapidement l'équipe. Donc, on est deux permanents, moi et professeur Smaïlia. On a quelques collaborations aussi notamment avec Kautar El-Marlaoui, euh, qui est chercheuse à IBM Research à New York. Pas mal d'étudiants en fin de thèse ou en plein milieu de thèse, il y en a qui ont déjà terminé. Donc, on travaille tous sur ces thématiques-là, c'est-à-dire sur le deep learning et l'IA embarquée. Alors, tout d'abord, une présentation rapide sur ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle d'une manière générale, l'IA. Donc, ça peut aller du healthcare, de l'IoT, des applications mobiles intelligentes, de la robotique, de la voiture autonome notamment. Donc, qui dit voiture autonome dit vision, et donc vision, on travaille sur tout ce qui est réseau de neurones, convolution, transformer, ainsi de suite. Et on a commencé dernièrement à travailler sur les problématiques de traitement automatique de langage, donc du NLP. Une petite introduction aussi sur l'impact de l'IA. Donc, les algorithmes d'IA ou l'IA d'une manière générale devient de plus en plus euh, gourmande en termes d'énergie, en termes d'empreinte carbone aussi. Euh, je suis sûr que vous avez déjà lu ce papier qui a été publié dans ACL 2019 et qui montre en fait l'empreinte carbone de l'entraînement d'un réseau de neurones en fait, qui émet pratiquement 6 fois l'empreinte carbone d'une grosse voiture américaine durant toute sa vie, y compris l'étape de construction. Donc, ça consomme énormément d'énergie, ça émet énormément de CO2, et donc on essaye d'optimiser ces algorithmes et d'optimiser aussi l'implémentation. Donc, nous, on travaille surtout sur la partie implémentation, compression et optimisation des algorithmes de l'IA et de deep learning d'une manière générale. Donc, comment optimiser? On essaye de rendre un peu les modèles, donc les réseaux de neurones de plus en plus petits, et on peut agir sur deux parties, donc soit sur la partie algorithmique, sur la partie application, donc sur les modèles, et pour cela, on utilise les NAS, Neural Architecture Search, ou bien on peut aussi travailler sur l'implémentation et donc rendre ces algorithmes, ces applications plus petits en les compressant avec de la quantisation, du pruning, ou il y a pas mal de techniques pour la compression. Et nous, on s'était dit, en fait, pourquoi ne pas faire les deux en même temps? C'est-à-dire, en fait, prendre en compte déjà le matériel sur lequel on va déployer ces algorithmes-là, ces applications, au moment de la construction des modèles. Donc, au moment de faire l'architecture du réseau de neurones, on prend en compte sur quelle plateforme il va être développé ou il va être déployé. Donc, toute la suite, en fait, la suite de ma présentation sera sur ce qu'on appelle hardware awareness, donc, ou bien la prise en compte du matériel dans le processus Neural Architecture Circuit. Mais avant tout, je voudrais d'abord en fait présenter un background rapide sur les réseaux de neurones.
surtout les réseaux de neurones à convolution. Donc, ici, ce que vous voyez ici, ce sont des réseaux de neurones faits à la main, donc ce qu'on appelle handcrafted convolution neural networks. Donc là, vous voyez différents types d'architecture. Et donc, on a les inputs qui peuvent être des images ou généralement des images, une image qui contient enfin, qui présente un chat ou un chien, et à la sortie, c'est la classe, enfin, ce qu'il y a dans l'image, est-ce que c'est un chat ou un chien ou une personne. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est différentes architectures, mais les composantes, en fait, les couches, sont généralement les mêmes. Donc, ça a certaines composantes qui se répètent. Euh, et donc, les gens de l'IA se sont dit, en fait, pourquoi faire ce travail manuel et ce travail, euh, comment dire, empirique, afin de designer les architectures de réseaux de neurones, pourquoi ne pas automatiser ce design-là? Et donc, pour optimiser, pour avoir des modèles beaucoup plus précis et rapidement, en utilisant bien sûr des blocs basiques. Donc, c'est tout l'intérêt de Neural Architecture Search, ou NAS, c'est de utiliser les méthodes ou les approches d'optimisation afin de construire ou afin de designer des architectures de réseaux de neurones plus précis dans un premier temps. Et si on prend le hardware en considération, des architectures qui consomment moins d'énergie, qui prennent moins d'espace mémoire, ainsi de suite. Alors, pour ma présentation, je vais d'abord présenter une introduction sur l'UNAS. Je vais aussi présenter les surrogate models qui sont utilisés dans l'UNAS pour évaluer la précision ou la latence d'une architecture de réseau de neurones. Les surrogate models qu'on utilise pour quantifier, en fait, pour euh, évaluer la performance d'un réseau de neurones sur une plateforme matérielle et, euh, et un exemple, en fait, un exemple concret où on peut utiliser les deux modèles, les modèles de prédiction, les deux surrogate models dans un processus NAS avec les approches d'optimisation. Donc, tout d'abord, le NAS, en fait, le NAS, c'est ce processus-là. Le processus du NAS, c'est que, en fait, on a un espace de recherche qui contient tous les blocs, enfin, les blocs qu'on peut trouver dans un réseau de neurones à convolution, c'est-à-dire des couches de convolution, de pooling, des activations. Donc, ça constitue un peu le search space. La deuxième étape, c'est l'algorithme de recherche. Et dans cette partie, en fait, c'est l'algorithme de recherche qui va essayer de combiner en fait les blocs basiques et qui va en fait essayer et tester plusieurs configurations d'un réseau de neurones et d'explorer en fait cet espace de recherche. Et donc dans cette partie-là, on peut utiliser différents types d'algorithmes d'optimisation, généralement des algorithmes génétiques, ou bien on peut même utiliser du reinforcement learning ou des algorithmes basés sur du gradient. En fait, ça, c'est pour explorer l'espace de recherche, mais donc l'algorithme, ça nous aide en fait à choisir des architectures, construire des architectures. Mais on voit l'architecture construite, en fait, comment évaluer sa précision, comment évaluer la précision d'un réseau de neurones. Et donc, dans cette partie aussi, il y a plusieurs approches. Il y a des approches qui sont basées sur en fait, on entraîne un peu l'architecture pour quelques époques, et puis on essaye d'extrapoler, on essaye de prédire quelle serait sa précision à la fin. On peut utiliser des proxys. Donc, les proxys, c'est de ne pas utiliser tout le dataset pour entraîner l'architecture, mais juste un petit sous-ensemble du dataset qui soit le plus représentatif possible afin d'évaluer la précision. Ou bien on peut utiliser des surrogate models ou des prédicteurs. Et donc, ce processus, en fait, cette boucle-là, est exécutée. Donc, c'est l'algorithme d'optimisation qui boucle et qui, après un certain nombre d'itérations, nous donne en fait la meilleure architecture. En fait, la meilleure architecture, la, la- c'est le réseau de neurones qui nous donne la meilleure précision. Donc ça, c'est pour le NAS d'une manière générale. Et donc, pour tout ce qui est espace de recherche, donc l'espace de recherche, c'est un ensemble d'opérateurs, donc les couches de convolution, pooling, activation, les fonctions d'activation.
Par exemple, là, je donne un exemple sur NASNet où on fixe en fait l'architecture, on fixe une macro-architecture et on essaye de placer dedans, placer les opérateurs, les couches. Pour l'algorithme de recherche, donc là, c'est ce qui explore l'espace de recherche. Et puis, pour évaluer cette recherche-là, ben, on utilise généralement des surrogate models. Le problème, c'est que dans tout ce processus-là, le hardware n'est pas pris en compte. C'est-à-dire, c'est séparé, en fait, c'est indépendant du matériel qu'on va utiliser pour déployer ces réseaux de neurones. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intégrer le matériel dedans. Mais avant ceci, en fait, je vais juste donner quelques exemples sur en fait, sur chaque partie du NAS. En fait, on a les search space. Il y a différentes méthodes. Il y a différentes méthodes de construire un search space, soit cell-based architecture, soit layer-wise, donc couche par couche, ou bien un ensemble de couches par ensemble de couches, soit hiérarchique, c'est-à-dire je fais la première couche et j'essaye euh, de changer la configuration pour les couches suivantes, soit euh, on cherche, en fait, on cherche les hyperparamètres du couche. Alors, pour la partie recherche ou la partie exploration, donc on peut utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des algorithmes d'optimisation. On peut utiliser aussi de la recherche aléatoire, du random search, de l'optimisation bayésienne ou du RL. Pour évaluer chaque architecture choisie par l'algorithme de recherche, en fait, on entraîne l'architecture entièrement, et ça, non, généralement, ce n'est pas utilisé parce que ça prend énormément de temps d'entraîner imaginez d'entraîner chaque réseau de neurones. Soit on fait du partial training, c'est-à-dire on entraîne pour quelques époques, on essaye de prédire euh, l'accuracy finale. On utilise soit du hyper network. Donc, hyper network, c'est utiliser l'architecture la plus complète possible. Et à partir de cette architecture, on essaye d'évaluer la performance des sous-architectures. Donc, il y a pas mal il y a pas mal de méthodes. Et parmi ces méthodes aussi, il y a les surrogate models ou les prédicteurs en fait, de l'accuracy que je vais détailler plus tard. Donc, ça, c'est pour les search space. Donc, là, j'ai expliqué la première partie sur le search space. Et donc, si on prend le hardware en considération, euh, il faut aussi considérer en fait le search space du hardware. Donc, d'un côté, on a le search space de tout ce qui est architecture réseau de neurones, et il faut prendre en considération aussi le search space de tout ce qui est hardware. Donc, dans cette catégorie de search space, soit on utilise des templates, c'est-à-dire des templates déjà près des circuits ou du hardware qui, qui existent, soit on utilise en fait des paramètres, par exemple, pour tout ce qui est caractéristique des FPGA ou des GPU ou des hardware de calcul. OK. Donc, si on prend le hardware en considération, bah, le processus NAS, il va changer. En fait, ce qui va changer, c'est que d'abord, le search space, on va ajouter la partie hardware. Donc, on va ajouter tout ce qui représente une architecture matérielle. En plus de ce qui représente une architecture d'un réseau de neurones, et aussi sur la dernière partie de l'évaluation. Donc, au lieu d'évaluer seulement la précision de l'architecture, la précision du réseau de neurones, donc là, il faut évaluer aussi ses performances sur le hardware après l'implémentation. Donc, évaluer le temps d'exécution, l'énergie consommée, la mémoire consommée, et ainsi de suite. Et à la fin, bien sûr, on obtient les meilleures architectures. Et puis, on peut aussi optimiser, donc aller un peu plus loin dans l'optimisation en compressant les modèles, en rendant les modèles plus petits et moins consommateurs en énergie et en calcul. Et pour ceci, on peut utiliser des approches de quantisation, du pruning ou bien en fait, il y a pas mal d'approches de compression de modèles. Mais cette partie, elle est optionnelle et la partie, en fait, qui appartient au hardware ou au NAS, ce sont les parties en rouge. OK. Donc, on a bien sûr proposé pas mal d'approches, pas mal de contributions, ou bien sur comment évaluer, comment prédire les performances, soit sur l'accuracy, soit sur
sur les mesures hardware, soit sur le temps d'exécution, la consommation d'énergie et la mémoire. Il y a aussi pas mal de travaux qu'on a fait sur la partie quantisation, la partie compression. Donc ça, c'est juste un petit résumé des travaux qu'on a réalisés sur le hardware awareness. Et on a aussi fait un survey sur le hardware awareness. OK. Donc, commençons d'abord par la prédiction de l'accuracy, la prédiction de la précision d'un modèle, de la précision d'une architecture de réseau de neurones. OK. Donc, on a dit entraîner entièrement chaque architecture choisie par l'algorithme d'optimisation, ça, il faut éviter parce que ça prend énormément de temps, ça consomme de l'énergie pendant l'exécution. Donc ça, il faut oublier. Soit on peut utiliser le partial training et puis les stopping pour prédire le reste, soit on peut utiliser le proxy dataset que j'ai expliqué tout à l'heure, soit l'extrapolation de la courbe de l'apprentissage, pendant l'apprentissage. Ou bien utiliser des surrogate models, donc des modèles qui permettent de prédire en fait la précision. Et donc, la fonction d'évaluation va changer. Au lieu d'entraîner le modèle, donc l'algorithme de recherche ou l'algorithme d'optimisation, il va passer d'une architecture à une autre. Et pour chaque architecture, en fait, on va utiliser un surrogate model. Ce surrogate model, on lui donne en fait l'architecture et il essaye de prédire sa précision avec, bien sûr, un taux d'erreur. Mais ce surrogate model, il faut le développer, il faut le proposer. Le problème avec les surrogate models qui existent est le suivant. En fait, vu la précision d'un surrogate model, on prend par exemple ce cas-là. On suppose qu'on a deux architectures. L'architecture A, elle est plus précise, elle est plus performante que l'architecture B. Après, si on donne ces architectures-là au prédicteur, le prédicteur, en fait, il peut, bien sûr, prédire les précisions avec un certain taux d'erreur, mais il peut inverser l'ordre. Ici, l'architecture A, elle est meilleure que l'architecture B, mais après la prédiction, l'ordre s'inverse. Et ça, en fait, ça peut fausser toute la recherche de la meilleure architecture dans le NAS. Et donc, on a ce qu'on appelle une erreur dans l'ordre. Donc là, ce qu'on s'était dit, en fait, le surrogate model, en fait, il faut pas, en fait, il n'est pas obligé de prédire l'accuracy exacte d'une architecture, mais en fait, il a besoin de savoir quelle architecture, est-ce que cette architecture est meilleure que les autres ou pas. Et donc là, on va essayer de changer les surrogate models, en fait, changer la façon d'entraîner ce type de modèle afin qu'ils puissent garder cet ordre-là. Donc, ce qu'on va changer, on va changer en fait la fonction, la loss function de ce surrogate model pendant son entraînement pour qu'il puisse en fait garder cet ordre. S'il y a une architecture A meilleure que B, ben, après la prédiction, l'ordre reste le même. Et donc, ça ne va pas fausser le chemin de l'algorithme d'optimisation, l'algorithme de recherche. Et pour ceci, en fait, on a introduit une nouvelle métrique, une nouvelle fonction une nouvelle loss function. En fait, au lieu de prendre architecture par architecture, on prend deux par deux et on entraîne ce modèle-là d'une manière qu'il sache, en fait, de garder cet ordre. On suppose, là, on a deux architectures I et J. Donc, on introduit une nouvelle métrique, la métrique de discordance. Et on dit que si l'ordre s'est inversé pendant la prédiction, ces architectures-là sont discordantes. Et donc, on va changer la fonction, la loss function. Donc, au début, c'était RMSE. On a changé RMSE pour que le modèle puisse apprendre en fait à garder cet ordre-là et donc garder
garder une bonne exploration de l'espace de recherche. On a testé ça avec des NAS, avec un algorithme évolutionnaire et avec une recherche locale. Et donc, ça a donné de meilleurs résultats que les résultats qui existent déjà dans les data. Dans ce cas-là, par exemple, on a utilisé plusieurs surrogate models. On a entraîné plusieurs modèles, XGBoost, MLP, GCN, GIN, pour qu'ils puissent en fait garder cet ordre-là, et on les a utilisés dans le processus NAS. Et on voit bien qu'avec un algorithme évolutionnaire, avec un NAS de l'état de l'art, on arrive quand même à optimiser la précision de la meilleure architecture, avec bien sûr sur la recherche, en utilisant une recherche locale et en utilisant l'algorithme génétique. Donc ça, c'est pour le surrogate model qui prédit la précision. Alors, mais pour l'instant, on n'a pas parlé du hardware. Pour l'instant, on ne parle que de la précision. Mais si le hardware entre dans le jeu, donc là, il faut changer la façon, en fait, il faut changer le NAS carrément. Donc là, on était sur le premier cas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc on était dans le premier cas, on prédit seulement l'accuracy. Donc si on introduit le matériel, donc il y aura d'autres métriques d'évaluation. Et comment évaluer le matériel? Donc pour chaque architecture, je prédis la précision et j'essaie aussi de prédire en fait ses performances sur un matériel dédié. Et donc, au lieu d'avoir une meilleure architecture, vu que j'ai au moins deux objectifs, l'accuracy d'un côté et une métrique matérielle de l'autre côté, donc je vais me retrouver avec un franc Pareto. Et donc, l'objectif final, c'est d'avoir le meilleur franc Pareto, parce que je vais me retrouver avec plusieurs francs Pareto. Et donc, ce qu'on a introduit, on a introduit aussi un prédicteur en fait qui va ranker les francs Pareto. Donc, pour chaque architecture, il sera capable de dire en fait cette architecture-là, elle appartient à quel franc Pareto. Et donc, c'est l'objectif final de notre NAS. Et donc, l'objectif, c'est de trouver une métrique qui va faire le compromis entre accuracy et une autre métrique liée au hardware. Ça peut être la latence, ça peut être la consommation d'énergie, ça peut être la mémoire, ainsi de suite. Donc, comment on a fait ça? Là, je reprends un peu l'exemple. Donc, on a deux architectures différentes, A et B, et on a deux prédicteurs différents. Donc là, au lieu d'utiliser deux prédicteurs, donc les deux prédicteurs peuvent en fait aussi inverser l'ordre. Donc, on va utiliser un seul prédicteur qui essaie de garder cet ordre-là. Donc, le premier prédicteur, c'est pour prédire l'accuracy de l'architecture. Le deuxième, c'est pour prédire les métriques liées au déploiement matériel. Donc, ce qu'on a fait, on a entraîné un modèle pour qu'il puisse, au lieu de prédire accuracy et autres, ici, en l'occurrence, latency, on va prédire des scores. Donc, des scores pour définir chaque architecture, elle appartient à quel franc Pareto. Donc, comment on l'a fait? Donc, on prend le dataset, en fait, le search space, on prend une architecture, on va l'encoder et on va entraîner plusieurs prédicteurs pour un prédicteur pour chaque matériel. Et donc, ça va nous donner un score. Et donc, on va modifier aussi la fonction de perte pour prendre en considération cet inversement d'ordre pendant la prédiction. Et ça a donné des bons résultats, en fait, comparé à l'état de l'art. Donc là, on a pas mal de travaux de l'état de l'art avec Random Search et avec plusieurs benchmarks de NAS. Et donc, on voit que notre méthode Hardware PR NAS, qui prend en compte l'ordre des architectures, elle a un meilleur hypervolume pratiquement dans tous les benchmarks de classification d'images. Donc ça, c'est juste la partie surrogate model sur l'accuracy.
Après, ce qu'on a fait aussi, donc on a fait des surrogate models pour les performances matérielles. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui se fait dans l'état de l'art, c'est pour, euh, pour mesurer les performances matérielles, la latence, l'énergie, soit on fait des mesures réelles, soit on a une lookup table en fait qui dit une couche de convolution, elle a cette latence-là sur ce matériel-là. Et donc, pendant la recherche, l'algorithme de recherche, il va à chaque fois consulter la lookup table pour évaluer la métrique matérielle, que ce soit la latence ou ça peut être l'énergie. On peut utiliser des modèles d'estimation analytique, comme on peut utiliser des modèles de prédiction basés sur du machine learning. Donc, c'est ce qu'on fait. On entraîne des modèles de machine learning pour qu'ils puissent évaluer les performances, que ce soit sur la partie architecture de réseau de neurones ou bien sur le matériel. Donc là, c'est juste un exemple. En fait, un exemple de deux architectures qui ont la même précision, mais la première, en fait, elle consomme 5 fois moins d'énergie et elle a avec la même architecture et elle est, euh, euh, elle s'exécute 6 fois plus rapidement. Donc la même chose pour la pour le temps d'exécution. On peut utiliser on peut trouver des architectures qui ont les mêmes temps d'exécution, mais qui ont une différence énorme en termes de précision, d'accuracy. Donc, pour résoudre ce problème-là, on a entraîné en fait des modèles de machine learning. Ce qu'on fait, c'est on prend des architectures de CNN, on les implémente sur le matériel, on fait changer les images, on fait changer ces architectures-là, on mesure, après, on entraîne un modèle qui prend ces architectures-là et qui estime en fait le temps d'exécution de ces architectures sur une plateforme dédiée, sur une plateforme bien définie. Différents modèles de machine learning ont été utilisés. Je vais passer peut-être cette partie aussi. Donc cette partie, elle présente les features qu'on a utilisés sur le matériel, sur les CNN et les différents matériels qu'on a utilisés pour les surrogate models de latence. Et puis voilà, donc là, il y a quelques résultats sur les différentes predictors, les différents surrogate models utilisés avec leur taux d'erreur. OK. Alors, comment utiliser les deux? Comment combiner ou plutôt un vrai use case où on peut combiner surrogate models de précision et de latence dans les réseaux de neurones, la nouvelle tendance des réseaux de neurones. Donc, ce qu'on a proposé dernièrement, on a proposé ADAS, qui est en fait un framework qui travaille plutôt avec des architectures dynamiques. Donc, qu'est-ce que c'est une architecture dynamique ou bien une architecture, quand je dis architecture, c'est un réseau de neurones dynamique. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre les architectures avec le early exit. Donc, les architectures avec le early exit, c'est que, en fait, au lieu d'exécuter tout mon réseau de neurones, depuis le input jusqu'au output, je peux sortir, en fait, en fonction d'un threshold. Si, par exemple, à ce moment-là, je constate que la précision, elle est suffisamment bonne pour classifier une image, ben, j'arrête ici. Et comme ça, j'économise l'exécution des couches suivantes, j'économise l'énergie, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les architectures plutôt dynamiques. Donc, comment utiliser le hardware awareness dans ce type d'architecture avec d'autres contraintes? Là, c'est le travail qu'on a fait dans ADAS. Donc, ADAS, en fait, c'est un framework en fait, qui va utiliser ce paradigme d'architecture dynamique et les surrogate models dans le NAS avec le DVFS, avec le changement des fréquences des GPU, des CPU et de la mémoire. Comment on fait ça? On a un ensemble on a l'architecture la plus complète du réseau de neurones. On va l'entraîner, le hardware sur lequel on va la déployer. On a l'algorithme de recherche des hyperparamètres de cette architecture et le dataset qui est bien sûr
que ce soit la classification d'image ou autre. Ce qu'on fait, on a deux étapes d'optimisation. Donc, la première étape, optimisation qu'on appelle outer optimization. Donc, cette optimisation, elle ne concerne que le réseau de neurones, mais en statique. Donc là, on ne considère pas le early exit. On suppose qu'on a une architecture de réseau de neurones. En fait, on essaye de trouver la meilleure architecture de réseau de neurones en optimisant l'accuracy, la latence et l'énergie. Une fois on a ça, on passe à la deuxième étape d'optimisation qui doit prendre en considération, en fait, qui doit calculer les meilleurs endroits où je peux sortir sur l'architecture, les meilleurs endroits où je peux placer le early exit avec les meilleures fréquences. Donc, on a deux algorithmes d'optimisation. Donc, ici, dans notre cas, on utilise la même approche, on utilise un algorithme évolutionnaire pour les deux, mais on peut bien sûr utiliser, combiner différents algorithmes d'optimisation. Et à la fin, en fait, on obtient la meilleure architecture dynamique avec le meilleur early exit, avec la meilleure configuration des VFS. Et on passe ça à un contrôleur. En fait, le contrôleur, il prend une image, par exemple, et en fonction de l'image, il va choisir l'architecture qui donne le meilleur compromis consommation d'énergie et accuracy, ou bien latence et accuracy. Donc voilà, juste pour expliquer un peu le outer optimization et le inner optimization. Donc là, on prend le super network, donc l'architecture la plus complète avec le maximum de paramètres. On va l'encoder et puis l'objectif, c'est bien sûr, c'est de chercher l'architecture qui donne la meilleure accuracy avec le meilleur temps d'exécution en minimisant l'énergie. Et donc, à la fin, on va se retrouver avec vu qu'on va se retrouver avec Pareto, bien sûr, on va se retrouver avec plusieurs architectures, et on prend chaque architecture qui appartient à ce front Pareto et on va essayer en fait de faire une autre optimisation pour trouver le meilleur endroit pour l'exit et la meilleure fréquence. Et l'objectif final, bien sûr, c'est d'avoir la meilleure architecture dynamique. Et donc, ce travail-là a donné des bons résultats dans les travaux de l'état de l'art. Donc, ici, ce qu'on présente, on compare ADAS à un NAS, un benchmark de NAS de l'état de l'art qui est Attentive NAS. Donc, on a pris les deux meilleures architectures d'un NAS en termes de latence et de consommation d'énergie, en termes aussi de précision. On l'a comparé ADAS, donc les architectures trouvées par ADAS avec ces architectures-là, pardon. Et ce qu'on voit ici, par exemple, on voit que ADAS arrive à trouver des architectures meilleures, même en accuracy, comparées à des architectures statiques, sans early exit et sans DVFS, et même en énergie, même si parfois on est moins bon, mais généralement on est bon en termes de consommation d'énergie. C'est-à-dire les architectures trouvées par ADAS sont meilleures en termes de consommation d'énergie. Et donc, on peut imaginer que le compromis, il est meilleur en fait en termes d'énergie, consommation d'énergie et précision. Pour la partie optimisation, on voit que ADAS, donc on a pris le baseline. Donc le baseline, c'est ce qu'on a pris. On a pris les meilleures architectures sans, de toute façon, ce benchmark-là ne prend pas en considération le DVFS et les exits. Donc on a pris quand même ces meilleures architectures, on les a comparées avec les architectures trouvées avec ADAS. Et on voit qu'en termes d'hypervolume, on a des résultats plus intéressants. Donc, on a comparé les résultats en termes d'hypervolume, en termes aussi de ratio de domination, et on est pratiquement meilleur partout. Donc, voilà ma présentation. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps. Désolé si
j'ai dépassé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Rien. Des questions? Dans la salle, il ne semble pas. En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon pour moi. Moi, j'en ai une petite. Au démarrage, quand tu as parlé des surrogate modèles pour… alors, je ne suis pas une architecte, hein, donc je vais décrire selon ma compréhension et puis vous me corrigez. Je sais plus, c'était dans tes slides de démarrage, en fait, tu es évalué finalement, tu faisais un surrogate modèle pour évaluer la différence entre deux archis, si j'ai suivi. Et je me demandais, oui, c'était celui-là, voilà, le 14. En fait, finalement, ça revient un peu à faire ça remplace un simulateur. Si tu lançais des simulations qui changent les paramètres de ton archi, déjà, je ne sais pas si ces simulateurs existent pour ce genre de choses. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, quelle est la différence finalement entre lancer une simulation et faire ton surrogate? J'imagine que le surrogate est plus rapide peut-être? Effectivement. En fait, le surrogate, en fait, c'est beaucoup plus rapide parce que on lui donne en fait l'architecture, on lui donne les paramètres de l'architecture, il va prédire son accuracy. Donc, c'est à peu près de la simulation, mais ça nous évite d'entraîner ces architectures-là. Donc là, supposons qu'à un moment donné, l'algorithme de recherche, il a trouvé une architecture, il a designé une architecture avec un certain nombre de couches. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée sur la précision de cette architecture-là. Donc, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Si on l'entraîne entièrement, ça prend beaucoup de temps pour tout l'ensemble des architectures. Donc, la meilleure, la meilleure approche, c'est d'entraîner un modèle qui permet de prédire l'accuracy. Du coup, la difficulté, c'est de trouver ce modèle finalement. La recette Exactement. secrète. Oui. Exactement. Donc, toute la difficulté, c'est quel est le meilleur modèle qui me donne, qui serait capable de prédire l'accuracy d'un modèle, d'un réseau de neurones sans qu'on entraîne ce réseau de neurones. C'est-à-dire, en regardant son architecture, en regardant ses paramètres, il sera capable de dire, voilà, ce modèle-là, il sera précis à 90%. Merci pour les précisions. Du coup. Rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Rémi? Éventuellement, je ne suis pas du tout ni architecte, ni pour les neurones, mais la quantization et le training qui sont en option ici sur cette slide, est-ce qu'ils peuvent être intégrés au moment dans le surrogate model? Est-ce qu'on pourrait estimer si l'architecture se prêtera bien à un training ou à une quantization à un certain nombre de bits? Donc, merci pour la question, elle est très importante. Donc, dernièrement, on a publié un papier dans DSD qui prend en considération en fait la compression pendant le processus de recherche. Mais généralement, ce que font les gens de l'IA, c'est ils entraînent, en fait, ils font tout le processus de NAS et à la fin, ils quantisent. Ou bien, ils quantisent dès le début. Donc, la quantisation se fait sur le subspace. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que on considère le nouveau subspace quantisé comme une extension ou est-ce que c'est entièrement un nouveau subspace? Parce qu'on a pas mal d'exemples où il y a des architectures qui sont très sensibles à la quantisation. C'est-à-dire, avant la quantisation, ils donnent une bonne accuracy. Une fois quantisé, l'accuracy drop de 70%. Il y a d'autres architectures qui sont robustes par rapport à la quantisation. Donc là, on ne peut pas quantiser ou bien avant ou bien après, mais il faut l'intégrer pendant le processus pendant le processus de recherche.
Ok. Et ça, c'est des choses qui sont un peu... Il y a des références à ça dans le papier DSD? Oui, oui, il y a pas mal de références sur les techniques de quantisation. Eh ben, super, merci, j'irai voir. Rien. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, merci beaucoup. De rien.